Cette vidéo fait suite à l'épisode de Damoiselle, FAQ sur mon oreiller, déjà dispo sur la chaîne Sympa Cool. Si tu ne l'as pas encore vu, réveille-toi. Salut, je m'appelle Julien et je suis consultant en histoire pour la série Damoiselle. Damoiselle. Aujourd'hui, on va en apprendre un peu plus sur la vie cachée des demi-mondaines au 19e siècle en regardant ensemble l'épisode d'Ernestine. C'est la demoiselle qui ramasse. Chère Ernestine de Rochechouart, je te trouve ravissante, presque autant que la pibraque. Ah oui, c'est rude. Oui, bon. Bon alors Rochechouart, c'est pas le nom d'origine de notre Ernestine, ça serait plutôt son nom de fonction. C'était une pratique assez courante pour les demi-mondaines de prendre des noms d'emprunt, comme par exemple Anne-Marie Chassaigne qui est devenue Liane de Pougy. Vous allez peut-être me demander pourquoi elle se rebaptisait, et peut-être que vous n'allez pas me le demander, mais je vais vous répondre quand même. Ce sont des noms qui évoquent l'aristocratie ou l'exotisme, et ça différencie de la foule des laurettes plus communes qui peuplent les trottoirs. Mais une fois qu'on a un nom, une position, encore faut-il pouvoir s'y maintenir. Pour entretenir l'engouement autour d'elle, les cocottes, elles devaient être présentes en permanence dans la presse et les conversations mondaines. Par exemple, on raconte qu'un soir, la Païva a rendez-vous avec un de ses clients. Alors lui, il est riche, il lui présente une petite fortune en liasse de billets et lui demande combien de temps il peut passer avec elle pour ce montant. Elle se saisit de la liasse, elle la jette au feu et lui dit qu'il peut rester avec elle jusqu'à ce que le dernier billet soit consumé. Ça va, ils savent qu'on dit des mensonges. Ça fait partie du folklore. C'est un peu comme quand on dit à nos amants qu'on les aime. Alors le portrait que vous voyez là, c'est celui d'une demi-mondaine. Ce genre de portrait qu'on diffusait partout, ça servait à faire grandir leur notoriété. Elle fait partie de ces images qu'on aime regarder et qu'on collectionne dans des versions plus ou moins habillées selon les prix. Donc évidemment qu'Ernestine s'est aussi faite photographier. D'ailleurs, on a caché un portrait d'Ernestine dans les épisodes. À vous de le retrouver. Oh flûte. Oh pardon ma titine. C'est sorti tout seul, c'est ce truc là, ça agit comme un sérum de vérité. Elle va nous attraper une bronchite à fumer comme ça. Enfin, cela dit, on peut pas trop reprocher à Isis de consommer avec le nombre de personnes qui fumaient de l'opium à Paris. À mich-mich entre épicurisme et addiction, on avait le choix entre 1200 fumeries illégales d'opium, dont le Moulin Rouge. Apparemment, à l'intérieur de sa structure en forme d'éléphant, il y avait aussi de quoi fumer. Alors bon, on connaît le goût de Baudelaire et compagnie là pour tous les psychotropes, mais finalement, comme avec la drogue aujourd'hui, toutes les couches de la population sont concernées. Et même si on compte une majorité d'hommes. Les femmes qui en fumaient, elles étaient beaucoup moins nombreuses, c'était une habitude de riches excentriques ou de filles des faubourgs. Mais l'opium, c'était pas la seule drogue disponible. À l'époque d'Ernestine, les médecins sont très préoccupés par l'addiction à la morphine, qu'on appelait la morphinomanie. Ils sont particulièrement focus sur l'addiction des femmes. Leur théorie, c'est que comme elles manquent de vertu, forcément elles sont à la recherche de toutes les voluptés, dont les drogues. Mais pour bien montrer qu'elles se fichent pas mal de ce qu'on pense d'elles, certaines s'affichent avec des seringues en or comme bijoux. Et me voici seule, réduite à abandonner ma progéniture pour lui épargner ce train de vie immoral. Bah oui, pas facile de garder son enfant près de soi quand on est demi-mondaine. Beaucoup d'enfants de cocotte étaient placés à la campagne chez des nourrices pour leur faire profiter du bon air et les tenir à l'écart d'une vie qui pouvait être bien mouvementée. Parce que c'est vrai que ça en faisait du monde entre les soirées, les clients et les descentes de la brigade mondaine, la police de la prostitution. Tiens d'ailleurs, c'est une histoire intéressante ces relations entre police et prostitution. À l'origine, au XVIIIe siècle, le bureau de la discipline des mœurs, comme on l'appelait, était un service de renseignement qui utilisait les prostituées et les tenancières de maisons pour obtenir des informations sur les clients. Les prostituées renseignaient et en échange, les forces de l'ordre les protégeaient plus ou moins. Au XIXe siècle, le vent tourne avec un changement des mentalités. On n'est plus dans le libertinage, la mentalité bourgeoise, elle fait que les prostituées ne sont plus les alliés de la brigade, mais deviennent une population à contrôler, et parfois très brutalement, avec beaucoup d'abus de pouvoir. La brigade mondaine existe jusqu'au milieu du XXe siècle, où elle est rebaptisée brigade des mœurs, et en 1946, à la fermeture des maisons closes, elle gère surtout la répression du proxénétisme et encadre les bordels clandestins, qu'on appelle les clandés. Si vous étiez occupé à tirer sur le bambou pendant la vidéo, voici ce qu'il fallait retenir. D'abord, les cocottes de luxe étaient des pros de la communication. Elles savaient construire l'intérêt autour d'elles. Ensuite, le business de l'opium à Paris était grand et concernait beaucoup de monde. Et enfin, les prostituées qui avaient été jusqu'au 19e siècle les alliés de la police en deviennent les cibles. Ernestine, elle a vécu il y a longtemps, mais on voit que son quotidien résonne encore avec le nôtre. En tout cas, on peut lui dire merci, parce que grâce à elle, on a pu voir l'envers du décor, et ça fait toujours plaisir. Il a voulu dire syphilis, non? Damoiselle.